Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autre Case. On vous a comme d'habitude concocté un super programme. On va démarrer aujourd'hui avec le lancement du nouveau Lucky Luke. Oui, Lucky Luke est à Paris. Et bien nous aussi, ça tombe bien, les auteurs sont là. On est à la Tour Eiffel pour fêter cet événement. On ira tout à l'heure dans une galerie rejoindre Cyril Pedrosa pour admirer ces magnifiques pages de l'âge d'or. Aussi un très beau roman graphique de cette rentrée. Et puis en fin d'émission, on rejoindra Laurent Giannati pour sa chronique coup de cœur BD Gestes. Beau programme, n'est-ce pas? Allez, on y va. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça y est, il est sorti, le nouveau Lucky Luke. C'est toujours un événement, c'est même un anniversaire, 80e album. Est-ce que vous saviez que, est-ce que c'est parce que plutôt cet anniversaire-là précisément, vous avez eu envie de faire un coup et d'emmener votre cow-boy à Paris? C'est pas qu'un coup. À la rigueur, chaque sortie de Lucky Luke est un coup. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai repris cette série et que je marche dans les pas de Goscinny comme scénariste, j'ai envie à chaque fois que ce soit un album différent des autres, qui soit à la fois surprenant, qu'il y ait des thèmes qu'on ait envie de suivre et qui nous surprennent vraiment chaque lecteur. Et donc, de lui faire traverser l'Atlantique, c'était pas juste une espèce de dispositif artificiel, parce que comme souvent dans les scénarios de Lucky Luke, ça se base sur un fait historique réel, documenté. Hervé vous dira sûrement à quel point toute la documentation, notamment photographique, a été riche pour ce sujet, mais l'histoire de la Statue de la Liberté, et imaginer que Lucky Luke doive escorter ce monument offert par la France jusqu'à New York, et ben c'est quelque chose de magnifique, c'est romanesque en soi. Donc le mixer, le mettre en scène avec en plus Lucky Luke comme garde du corps, ça c'était vraiment comme sur des roulettes. C'est ça, au départ il ne veut pas forcément d'ailleurs à Paris, hein. C'est vous qui le forcez, enfin, c'est le scénariste qui oblige son héros à traverser l'Atlantique. Bah oui, c'est un cow-boy, lui il aime les grandes plaines, il n'a pas du tout le pied marin, d'ailleurs il est malade dans le bateau. Alors heureusement on accepte qu'il amène son cheval à Paris, qui est automatiquement baptisé Joli Jean-Pierre, et donc toutes ces aventures, il va les vivre en duo avec son cheval, et puis évidemment, il est un petit peu désarçonné, désorienté au départ en arrivant dans le vieux monde, lui qui vient du nouveau monde. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, il dit mais quel est ce petit abreuvoir en faillance? Bah oui, c'est un bidet, il faut qu'il apprenne à s'en servir. Mais à partir du moment où il s'est fait rembarrer par un serveur de café parisien, où il s'est retrouvé dans les embouteillages sur les grands boulevards avec son cheval, il va comprendre les codes de Paris et très vite il va s'adapter. Vous vous souvenez, HD, quand il est venu vous dire en disant on va emmener Lucky Luke à Paris, finalement vous aimiez bien dessiner le Far West, c'était ça l'idée quand même au départ. Ah oui, pour moi j'aurais rêvé faire des déserts, des cactus et des crânes de vaches mortes. Hein. Eh ben non, il est arrivé à me dire on va faire Paris. C'est toujours une idée de scénariste ce genre de truc. C'est-à-dire quand il commence à vous dire alors telle case, tu fais la poursuite, il passe sous l'Arc de Triomphe. Ça prend 10 minutes. C'est pour ça que le scénariste est trop payé, j'estime, par rapport au dessinateur. Parce que moi j'ai passé quand même 3 jours sur ce fichu Arc de Triomphe. Et en plus il a fallu trouver l'Arc de Triomphe de l'époque. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une statue en plâtre invraisemblable, un carrousel qui était monté et qui déjà à l'époque n'était pas solide. Donc on avait mis un filet dessus parce qu'il tombait sur les passants. Donc c'était déjà, on voit que déjà à l'époque, il y avait les mêmes problèmes que l'Opéra Bastille avec les plaques qui tombent. Déjà, à l'Arc de Triomphe en 1883, ça se cassait la figure. Non, mais il y a des problèmes d'architecture, mais on y croise aussi tout plein de personnages réels. Herbert Verlaine, Rimbaud, Bartholdi évidemment, mais aussi Gustave Eiffel. Enfin, que ça, vous vous êtes amusé aussi. Enfin, il fallait la documentation, on l'avait. Dieu merci, c'est le début de la photo, donc on a la grande chance d'avoir une iconographie qui est riche, tant sur la ville de Paris, puisque la France, créatrice plus ou moins quand même, malgré tout, de la photographie, on a commencé tout de suite à prendre des vues de Paris, puisque ça ne bougeait pas. On pouvait faire des photos de Paris, donc riche au niveau de l'urbanisation, des monuments, et puis aussi tous ces personnages emblématiques de la culture et du rayonnement français de l'époque, puisque à cette époque, Paris est le centre du monde, c'est la ville lumière. En Amérique, on boit français, on mange français, on s'habille français, on est admiratif et tout le monde a cette vision merveilleuse de Paris, de la France. Eh bien, Lucky Luke va venir se frotter à ça et Jules nous a gâtés parce que finalement, en confrontant un cow-boy qui est finalement qu'un vacher, quelqu'un qui garde des vaches, à finalement la ville la plus moderne du monde à cette époque-là, c'est vraiment un choc de culture. Jules, on se rappelle qu'évidemment, au début de votre carrière, très vite, vous avez été repéré comme un bon scénariste. Vous avez même eu le prix René Goscinny. Donc finalement... Dont j'ai été dans le jury, je vous signale. Ah, bravo, vous l'aviez repéré. Mais c'est vrai que c'est tout de suite un bon bouquin. Et donc forcément, de revenir finalement sur les pattes de celui qui vous a récompensé grâce à HD, mais c'est forcément un immense honneur de travailler sur les traces de Goscinny. Bah oui, pour parler comme un Indien des plaines, c'est vraiment mon totem qui m'accompagne, c'est une fierté. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui m'a tellement formé en tant que lecteur étant enfant. J'ai appris à penser le
monde à travers ses yeux. J'étais un fervent lecteur de toutes ces séries. Et donc Lucky Luke, c'est vraiment quelque chose de passionnant pour moi. C'est quelque chose, une filiation réelle, quoi. Dernière question pour HD, parce qu'il n'y a pas seulement le scénariste, il y a le dessin. On a cité Goscinny, citons Maurice. C'était si facile de reprendre ce trait de ces caractéristiques. Les Dalton sont particulièrement bien croqués, il faut bien le dire. En 17 ans, j'ai commencé à prendre l'habitude. Maintenant, c'est devenu un peu une seconde nature. Mais c'est vrai que Lucky Luke, on essaye toujours de lui garder cette physionomie si reconnaissable. Maurice était vraiment un génie du dessin. Lucky Luke a tout le temps évolué graphiquement. Donc il a fallu faire un choix. Et quand j'ai débuté, je me suis fixé sur le Lucky Luke finalement qui m'avait fait rêver enfant. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent me dire ah mais c'est vraiment le Lucky Luke comme on le voyait, finalement vous l'avez pas changé, c'est bien. Je crois que les gens n'avaient pas vraiment envie qu'on révolutionne la série, ce que je ne pensais pas faire dès le départ et ce que je ne voulais pas faire. Et Jules c'est pareil, on a finalement une vision éternelle de cette série. Faire quelque chose à la fois de patrimonial et vraiment neuf, quoi. Et neuf. On peut le faire évoluer, la preuve c'est que pour la première fois je le dessine malade. Et on l'a pas vu souvent malade, passant par le bastingage pour pouvoir rendre tripes et boyaux. Là, franchement, on a fait des choses, on le rend peut-être plus humain, plus proche de tout le monde, mais ça reste quand même le héros qu'on a toujours aimé, protégeant la veuve et l'orphelin, montant sur son cheval, se battant contre les Indiens, mais à côté de ça, étant réellement le héros typique de la bande dessinée mondiale. Merci. C'est drôle, c'est caustique, c'est vraiment très réussi. J'ai adoré ce bouquin. Bravo les garçons. Merci. Suite du programme maintenant à la galerie 9e art. On est dans le 9e arrondissement à Paris pour aller découvrir les planches de l'âge d'or, le dernier album de Cyril Pedrosa. Et ça tombe bien, Pedrosa est là aujourd'hui à Paris pour en parler avec nous. C'est parti. Bonjour Cyril Pedrosa. Bonjour Emmanuel. On se voit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de l'âge d'or et même à l'occasion de cette exposition actuellement présentée à la galerie 9e art à Paris, de vos magnifiques pages. Il faut bien le dire que cet album-là, on se prend une claque graphique tout de suite. Quand on l'ouvre, avant même de savoir ce dont il s'agit, il y a un vrai effet couleur, qui n'est pas le cas sur les murs parce qu'ici c'est du noir et blanc, mais on va y revenir. Mais vraiment, vous avez fait un effort particulier pour que ces pages nous pètent à la tête tout de suite. J'ai fait un effort particulier déjà pour trouver disons la ligne graphique qui allait être la plus juste possible par rapport à cette histoire. C'est toujours un peu compliqué. On raconte une nouvelle chose et on se dit, dans l'idéal, il faudrait la dessiner d'une nouvelle manière. Voilà. Et donc ça prend un peu de temps. J'ai un peu tâtonné. J'ai fait une première tentative. J'avais fait des choses assez différentes, plus en nuances de gris, puis avec un trait un peu plus réaliste. Et puis finalement, en discutant avec Roxane, avec qui j'ai écrit cette histoire, on s'est dit que ce serait bien d'aller un peu plus proche peut-être de l'imagerie médiévale. Et donc c'est là que j'ai essayé de retravailler mon dessin avec des fausses perspectives, des choses comme ça. Voilà. Donc mais c'est amusant à chaque fois d'essayer de trouver une nouvelle forme. Oui, c'est vrai. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez passé un cap. C'est-à-dire qu'on ne vous découvre pas. Ça fait des années que je vous lis et que j'aime vos travaux. Mais là, je trouve que, véritablement, graphiquement, ces doubles pages en couleur, effectivement, parce qu'on se situe au médiéval, on a une espèce de grande tapisserie, enfin, vraiment un côté... peut-être probablement lié au sujet, mais aussi qui, encore une fois, vous avez explosé les bords. Enfin, vous jouez avec les codes de la bande dessinée aussi pour vous permettre des choses nouvelles. Oui, c'est amusant. C'est vrai que moi, j'avais jamais eu l'occasion de travailler sur ce genre de format, par exemple, et puis de raconter les choses de cette manière. C'est pas uniquement, disons, l'esthétique, le style graphique, mais c'est le fait par exemple, d'avoir des déambulations de personnages dans un décor. Ça amène une narration un peu différente de la narration que j'avais l'habitude d'utiliser. Bon, après, d'autres auteurs ont déjà utilisé ce genre de choses, mais moi, j'avais jamais joué avec ça, et c'était beau. En fait, c'est assez excitant, et puis ça permet de pas s'ennuyer dans son travail aussi, tout simplement, quoi. Non, mais alors écoutez, c'est très très beau. Parlons du fond maintenant, parce que on va y revenir. On a une héroïne, Tilda. C'est une princesse, a priori la fille du roi. Elle aurait dû devenir, en tout cas, l'héritière. Et puis, trahison oblige, elle va se retrouver exilée. Finalement, on suit ces trois personnages, parce qu'elle a deux personnes quand même qui vont la soutenir, voilà, deux acolytes. Et ce sont ces trois personnages-là qu'on va suivre, déambuler. Vous parliez de déambulation dans vos pages, mais c'est le cas, effectivement, on les suit. Et finalement, on se prend évidemment parti pour eux. Et pourtant, est-ce que ce sont eux les gentils? Je suis pas si sûre. Les gentils, non, c'est-à-dire que bon, la répartition des rôles entre les gentils et les méchants, elle est un peu moins tranchée et disons caricaturale que ça. C'est-à-dire que
on a quand même malgré tout le personnage principal de cette histoire, c'est Tilda, c'est à travers elle qu'on suit le récit, parce que c'est sa quête. Mais c'est une quête pour le pouvoir, bien sûr, mais c'est aussi une quête intérieure. C'est tout un voyage qui se déploie sur les 2 volumes de cette histoire. Et on essaie de raconter comment, à la fois, elle sent un appel, une espèce de mission, et comment aussi la quête du pouvoir la transforme, pas forcément pour le mieux. Et puis, quel est le sens de cette quête du pouvoir, et dans quelle mesure son destin individuel va croiser le destin du peuple sur lequel elle est censée régner, en fait. Oui, ça, je parlais des gentils et des méchants, c'est pas pour faire du manichéisme pur, c'est juste parce qu'effectivement, ces personnages évoluent. C'est-à-dire que la douce Tilda du début du récit, au fur et à mesure des péripéties, au fur et à mesure de ses rencontres, etc., va, elle, évoluer, graphiquement aussi, mais ça aussi, encore une fois, je mets ça de côté, on va en reparler, mais même ces fameux acolytes, voilà, Tancred et Bertil, pardon, voilà, eux aussi évoluent et changent. Juste un aparté, ces 3 prénoms-là sont des prénoms médiévaux, vous les avez inventés, ou est-ce que c'était très populaire à l'époque? Non, je ne suis pas certain qu'ils aient été populaires à l'époque du Moyen-Âge. En fait, je ne me rappelle absolument pas pourquoi. Je me rappelle, si Tancred, c'est un prénom par exemple qui existe, mais que j'ai choisi parce qu'il me faisait penser à mon copain Hervé Tancrel, par exemple. Donc c'est un petit clin d'œil à un ami qui fait de la bande dessinée. Mais sinon, on voulait aussi des choses qui soient, c'est bête, mais qui puissent être, si jamais ce livre était traduit, qui puissent être prononcés dans plein de pays différents sans que la phonétique soit changée. Mais après, les personnages, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont confrontés à des choses qui les remettent profondément en cause et qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ces 3 personnages-là, qui avaient vocation à vivre plutôt du côté des puissants, vont croiser en fait un mouvement qui les dépasse. À travers le pays dans lequel se fait cette déambulation, il y a tout un mouvement assez profond de remise en question de l'ordre établi et de l'ordre féodal, et c'est cette remise en question qui va changer leur rapport à l'autorité, au pouvoir, etc. Effectivement, on a l'impression qu'on est un peu à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'au moment où peut-être ça va basculer. D'ailleurs, le titre, l'âge d'or, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'âge d'or, Cyril Pedrosa? Alors dans ce livre-là, l'âge d'or, c'est un livre dans le livre, c'est-à-dire que l'âge d'or, c'est le récit d'un temps passé, oublié, où les hommes, dit-on, vivaient égaux, décidaient ensemble de leur destin commun, de leurs règles communes. Et c'est ce récit qui est considéré par certains personnages du livre comme un conte, en fait, une histoire mythologique, on va dire, en fait, se révèle être un livre, un livre d'histoire, en fait, qui recense plutôt le combat passé des hommes pour leur émancipation. Et ce livre, pour qu'il utilise, en fait, a un pouvoir particulier, assez puissant. Enfin, en tout cas, dans le fond de ce texte-là, il semble qu'on parlait d'égalité, etc., au moment même, justement, où là, on parlait de roi, d'un féodé, enfin, où là, clairement, ce n'est plus le cas du tout. Donc, on imagine qu'ils ont envie de retourner à cette période-là. C'est une espèce d'utopie pour eux, de cette égalité. Alors, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils veulent revenir à cette période-là, mais c'est plutôt qu'ils réinterrogent le temps présent avec la connaissance de cette histoire passée. Comme, par exemple, on pourrait être amené aujourd'hui à s'interroger sur notre futur en examinant les combats du passé. Se dire que l'émancipation, les périodes où les hommes se sont battus pour plus d'égalité sociale, etc., peut être un moteur pour faire de nouvelles conquêtes aujourd'hui, pour réinterroger l'ordre tel qu'il est défini aujourd'hui. C'est ce qui leur arrive à eux. C'est pour ça que vous dites que c'est la fin du Moyen-Âge. Peut-être, mais eux ne le savent pas. Eux, ils ont l'impression d'être dans un temps qui est éternel. Ils ont l'impression que ce temps féodal durera toujours, comme nous avons l'impression, je ne sais pas, par exemple, que le capitalisme est un temps indépassable qui durera toujours. On émet l'hypothèse que peut-être pas, peut-être que ce temps va changer. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, Cyril Pedrosa, vous avez dit pouvoir. Effectivement, alors on est dans un récit moyenâgeux, toutefois, c'est un peu fantastique aussi. C'est-à-dire que votre princesse, votre Tilda, elle a un peu des pouvoirs, notamment, alors sans tout raconter, par exemple, graphiquement, elle se transforme, elle a ses mains qui deviennent rouges, qui s'ensanglantent, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Ça, vous vouliez mettre du fantastique dans ce récit-là ? Oui, mais c'était pour en faire un usage métaphorique, en fait. C'est pas que je tenais absolument à utiliser... Enfin, avec Roxane, on ne tenait pas particulièrement à utiliser le fantastique, mais bon, d'abord, l'idée que des personnages puissent avoir des visions, c'est très intéressant d'un point de vue scénaristique, et il se trouve que c'est assez envisageable dans cette temporalité-là, dans cette époque-là. Et puis, ça permet de déployer des sens cachés, en fait. Par l'utilisation de l'image, de la transposition, ça permet de faire des bonds dans le temps et de guider aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le pouvoir,
bon, c'est difficile de parler de cette histoire sans trop en dévoiler, mais disons que Tilda va croiser des personnes, des objets, des choses, etc. Et qui déploient par certains personnages ou certains de ces objets vont déployer un pouvoir, mais ce pouvoir a un sens particulier. Et le fait d'utiliser le fantastique permet de parler de ce sens-là sans être trop théorique. Ça permet de parler de politique, par exemple, sans déployer tout un discours long, laborieux. Là, il suffit de faire de l'évocation à travers des visions pour pouvoir le raconter. Et puis il y a une véritable quête, parce que je l'ai dit au début, son père décède et donc c'est elle qui est censée être héritière, et il lui a transmis un secret. Ce secret, ce serait un trésor. Alors oui, mais ce qui est étrange, la particularité de cette histoire, c'est que le moteur de sa quête, c'est pas ce trésor au départ. Elle se met en mouvement pour reconquérir son pouvoir. Et elle cherche des appuis. Elle le fait d'une manière très classique, en fait. Elle cherche des alliés à l'intérieur de son royaume, des gens qui vont pouvoir, des seigneurs qui vont pouvoir l'aider, etc. Et puis arrive ce trésor qu'il faut trouver, qui va peut-être être pour elle un moyen, en fait, de financer, tout simplement, mais vraiment d'une manière très prosaïque, de lever une armée, de payer des mercenaires et tout ça. Et il se trouve qu'en fait, ce trésor a peut-être un sens particulier. Il a peut-être, il la relie d'une manière peut-être singulière à son père, à sa propre histoire et à l'histoire de son royaume. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va découvrir, mais un peu à son corps défendant, en fait. Une histoire de famille, une histoire de trahison, une histoire de quête, une histoire politique, tout ça sous un fond moyenâgeux, mais alors, j'y reviens, sur forme plutôt de pages absolument somptueuses, qu'on découvre dans cette exposition actuellement présentée à la galerie 9e Art, donc c'est 4 rue Créteil dans le 9e à Paris. Les planches sont en noir et blanc, alors que précisément, je disais, le choc graphique lorsqu'on ouvre cet album, c'est la couleur. Donc, vous avez travaillé classiquement, noir et blanc, simple, sans grille, sans rien, c'est du trait à l'encre. Oui, c'est du trait, c'est dessiné au pinceau, à la plume. Bon, c'est un peu par hasard. Enfin, j'avais découvert cette technique-là sur un livre précédent qui s'appelait Les Équinoxes, qui était dessiné de plein de manières différentes. Et une des techniques, c'était du travail au trait, et ensuite qui, une fois numérisé, est transformé en couleur. Chaque trait noir devient un trait de couleur. Et là, comme avec Roxane, on pensait beaucoup. Moi, je pensais beaucoup aux broderies, aux tapisseries, et à l'idée, de fils dorés sur des des voiles couleur nuit, vous voyez. Donc, je me suis dit comment on pourrait techniquement obtenir ça. Et cette technique-là qui permet d'avoir des traits comme ça, qui d'un seul coup, grâce au numérique, deviennent très lumineux, j'avais l'impression que c'était parfait. Après, il y avait un travail de recherche pour trouver les bonnes chromies, mais c'est vraiment du tâtonnement. Je savais pas, quand on travaillait sur le scénario, par exemple, je savais pas du tout visuellement à quoi ressemblait. Vraiment ? Non, vraiment pas. Non. Mais j'aime bien travailler de cette manière-là. J'aime bien. Il n'y a pas de règle, hein, mais j'aime bien, moi, d'abord me concentrer sur le récit. Qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi on veut parler? On pense qu'à ça, on pense pas tellement aux images. Et puis après, on résout le problème de OK, maintenant on a cette histoire et comment on la dessine. Donc tout est fait, les couleurs sont entièrement faites au numérique. Oui, complètement. Oui. Mais en fait, ce serait sans doute possible de faire ça d'une manière traditionnelle à l'acrylique ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas la maîtrise technique, je sais pas faire ça. Alors que ça, je sais faire. C'est un peu long, mais je sais le faire. Après, on l'a cité plusieurs fois dans cet entretien, cher Cyril, vous avez collaboré et coécrit cette histoire avec Roxane Morel. À part David Chauvel, je crois que c'est la première fois que vous travaillez avec une scénariste. D'ailleurs, la plupart de vos récits récents, en tout cas, étaient signés tout seul. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous avez fait ça avec elle? C'est vrai, mais c'est un peu un concours de circonstances, en fait. Au départ, je devais partir sur d'autres projets, puis qui ont un peu tous été annulés. Et puis, j'avais dans mes carnets cette histoire j'avais des dessins, pour le coup, avec une princesse, dans différents décors. Je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et à cette époque-là, j'allais dire en même temps, alors que non. Et à cette époque-là, avec Roxane, on envisageait de faire quelque chose de très politique. Moi, j'essayais de la convaincre de faire un récit qui serait l'histoire de la gauche au XXe siècle. Elle trouvait ça extrêmement ennuyeux. Je pense qu'elle avait pas tort, mais moi, j'avais envie de parler de ça, d'essayer de comprendre comment, dans notre histoire ici en France, comment s'est construit le récit de l'émancipation, pourquoi il est en panne aujourd'hui, des choses comme ça, c'est des trucs qui nous préoccupaient. Et à cette époque-là, on était vraiment déprimés par l'offre politique du moment. Voilà, on avait l'impression d'une impasse, et nous, on ressentait vraiment l'envie de parler de véritable utopie, d'oser dire des choses folles qui n'arrivent pas, qu'on n'ose plus dire. Et c'est en confrontant ces deux idées, l'idée de cette princesse et d'un récit médiéval et l'envie de parler d'utopie, qu'on s'est mis ensemble comme ça à échanger. Et très vite, très naturellement, on s'est dit mais en fait, ça marche très très bien, on parle de la même chose et c'est comme ça que l'histoire s'est construite à deux. L'Âge d'or, c'est un très gros livre, mais c'est un volume 1. Il y en aura 2, le deuxième aussi gros. C'est un peu votre grand œuvre, là, parce que les précédents, Portugal ou les Équinoxes, étaient déjà des livres copieux, ou même 3 ans. Vous nous avez habitués au gros récit, mais là, je pense que vous battez un nouveau record dans votre carrière professionnelle. Ouais, mais je suis pas sûr que je vais pouvoir faire ça toute ma vie. C'est très fatigant, quand même. Mais c'est un concours de circonstances. Justement, c'est lié à cette méthode de travail. Le fait d'écrire d'abord et de penser au dessin après, c'est vraiment une fois qu'on a écrit toute l'histoire des 2 volumes et que j'ai commencé à les dessiner, que je me suis rendu compte que là,
on se retrouvait avec un livre de 500 pages et que ça allait être long, mais c'était pas décidé à l'avance, quoi. C'est l'histoire parfois qui impose ça. Après, j'ai la chance en plus au sein d'Air Libre, avec José Luboquet, mon éditeur, qui me donne vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Je ne suis pas contraint, je sais que je n'ai pas l'obligation de rentrer dans une pagination stricte, ce qui est une grande liberté de création. Alors il faut essayer de ne pas en abuser pour ne pas être complaisant avec ce qu'on dit, mais par contre ça donne quand même beaucoup de liberté, donc j'essaie de l'user à bon escient, quoi. Est-ce pour autant que vous avez pris le temps d'avancer un peu et qu'on n'aura pas le bouquin dans 2 ans? Dans 1 an et demi très précisément. Je dois l'avoir fini en décembre 2019, donc dans 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. J'aurai les haltères complètes. Absolument. Merci beaucoup Cyril Pedrosa. Merci à vous. Il est maintenant l'heure de retrouver Laurent Genati pour sa chronique Coup de cœur BDG. Il a choisi cette semaine un thriller, un peu glauque certes, mais très très bon. Il va vous en dire tout de suite un peu plus. Effectivement, Emma, glauque est bien le mot pour qualifier cette nouvelle série qui s'appelle RIP aux éditions Petit à Petit. Donc dès la couverture, le ton est donné, on voit des insectes qui se battent de partout dans une pièce, un homme au milieu avec une étrange combinaison et RIP ici en gros caractère. Alors que fait cet homme? Il fait partie d'une brigade qui travaille pour une société de vente aux enchères. Et cette brigade est chargée d'aller récupérer des objets de valeur chez des personnes décédées depuis un certain temps, vu que ces personnes-là n'ont pas de famille connue. Donc forcément, lorsque la brigade pénètre dans ces domiciles, les personnes sont mortes depuis un certain temps, sont en état de décomposition, d'où les insectes qu'on voit sur la couverture. Donc on suit plus particulièrement le personnage de Derrick. Donc Derrick, c'est un homme qui vit avec sa copine dans un lieu un petit peu sordide, qui n'a pas beaucoup de moyens, et forcément la tentation est grande de voler sur place des objets de valeur. Est-ce qu'il va le faire? Ça, vous le saurez en lisant ce premier tome de cette nouvelle série signée Gaetz et Monnier. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on va suivre tome après tome les 6 personnages qui composent cette brigade. Alors on avait l'habitude avec les éditions Petit à Petit de suivre plus particulièrement des BD documentaires comme le très récent dossier sur la Coupe du Monde qui est sorti au mois de mai. Également les BD jazz il y a un certain temps, des BD consacrées aux villes, et là on voit aussi poindre une nouvelle série qui est vraiment très très bien faite, du moins pour ce premier tome, mais on est presque sûr que ça va l'être aussi pour les tomes suivants. Gaetz avait également commis il y a quelques années Un léger bruit dans le moteur aux éditions Physalis, où le caractère glauque était aussi très présent, et il faut noter aussi que aussi chez Petit à Petit, il sort un one-shot qui s'appelle Mourir sur scène et qui n'est autre qu'une adaptation d'un roman de Michel Bussy. Donc je vous invite à découvrir ce premier tome qui est sorti au mois de septembre, et on attend déjà patiemment les tomes suivants. Merci, à bientôt. Merci Laurent, on ira lire RIP, c'est promis. Cette émission est terminée, merci à Nicolas de l'avoir réalisée. Derrière la caméra, il nous fait toujours de très très belles images. Si vous aimez cette émission, évidemment, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On compte sur vous. Allez, merci, à très vite, bye bye.